Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui fait partie du cycle élections municipales et communautaires 2026, donc qui est organisé par la Banque des Territoires. Nous allons prendre quelques petites minutes, enfin 2-3 petites minutes, le temps que tous les inscrits nous rejoignent, parce que vous êtes plus de 250 à vous être inscrits. Voilà, vous êtes déjà plus d'une centaine en ligne, donc on va prendre le temps que tout le monde nous rejoigne. Voilà, je vous indique que ce webinaire fait l'objet d'un replay. Donc nous avons lancé l'enregistrement et nous vous enverrons le replay et le support qui va vous être présenté là, durant le webinaire d'ici demain soir au maximum. Voilà, donc on prend encore deux petites minutes. Pas plus, parce qu'on a un programme chargé, un menu qui est consistant pour ce webinaire, qui est assez attendu, puisque vous avez été nombreux à nous le demander. On prend encore une petite minute. Alors écoutez, je vous propose qu'on commence. Voilà, puis on fera rentrer les gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Catherine Donou, je suis responsable du service rural Consult, donc qui est à l'origine du webinaire de ce matin. Pardon, je vais assurer la partie technique de ce webinaire qui va vous être présenté par Myriam Amani, que vous voyez à l'écran. Certains d'entre vous la connaissent peut-être pour avoir déjà participé à des webinaires ou pour avoir utilisé notre service de renseignement juridique et financier dont Myriam fait partie et que vous pouvez avoir en ligne. Alors, j'entends des micros ouverts. Je vais essayer de les fermer. En tout cas, essayez de penser à fermer vos micros pour le confort de tous. Alors, juste avant de laisser la parole à Myriam, vous dire quelques mots rapides sur le service rural Consult. Donc, il s'agit d'un service de renseignement juridique et financier, comme je viens de vous le dire, qui est gratuit pour les communes de moins de 5 000 habitants et les intercommunalités de moins de 50 000 habitants. Vous avez la possibilité de contacter nos juristes et nos financiers toute la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Et vous avez donc des juristes et des financiers qui répondent immédiatement à vos questions. Il ne s'agit pas d'un service où vous tapez 1, tapez 2, tapez 3 et vous avez une réponse 3 ou 4 jours après. Les réponses sont immédiates. Elles sont orales ou elles sont écrites si vous souhaitez avoir une trace écrite. Donc, si nous n'avons pas l'occasion au courant de ce webinaire de répondre à l'ensemble de vos questions, n'hésitez pas, je vais vous mettre le numéro de téléphone et tous les liens qui vont bien dans le chat. Voilà, vous dire un mot sur le chat. Myriam prendra le temps à la fin de chaque partie. Alors, nous avons des micros ouverts. Alors, attendez, je vais essayer de couper les micros ouverts. Alors, attendez, je pense que ça y est, c'est bon. Donc voilà, non, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Je couperai ensuite. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions dans le chat et Myriam y répondra. Et comme je vous le disais, si jamais on ne peut pas répondre à toutes les questions qui, je n'en doute pas, vont être très nombreuses, je vous mets le numéro de téléphone et je vous rappelle que c'est un service qui est gratuit. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Excellent webinaire à toutes et à tous. Myriam, je te passe la parole et bonne animation, bon webinaire. Un grand merci, Catherine, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire que nous consacrons aujourd'hui à l'installation des assemblées délibérantes des communes et des EPCI, ainsi qu'aux premiers actes donc, de ce début de mandat qui nous attend. L'ensemble constituant donc un moment clé de la vie démocratique des communes et des EPCI. Je vous propose en sommaire une présentation, comme vient de le dire Catherine, assez
conséquente, articulée autour de 5 parties, donc qui reprennent chronologiquement toutes les étapes clés, donc liées au renouvellement, à l'installation des assemblées délibérantes des communes et des EPCI, et les principaux actes attendus pour ce tout début de mandat. Tout d'abord, je vous rappellerai rapidement le calendrier électoral dans lequel nous nous inscrivons, évidemment, pour cette nouvelle gouvernance 2026-2032, donc dans cette première partie qui y est consacrée, en rappelant évidemment les dates officielles à retenir, que vous connaissez pour la plupart, évidemment, et toute la chronologie des actes de la séance d'installation de vos organes délibérants. En deuxième partie, nous ferons un point ensemble donc, sur les règles et les modalités propres à la séance d'installation avec la programmation de la séance à proprement dit et l'envoi de la convocation, le contenu minimal donc, qui doit absolument apparaître dans l'ordre du jour qui est joint. En troisième partie, nous nous pencherons ensemble sur l'élection des organes exécutifs au sein des communes et des EPCI, à commencer pour les communes sur l'élection de la municipalité, autrement dit l'élection du maire et des adjoints, et concernant les EPCI, l'élection de l'organe exécutif, à savoir le président, les vice-présidents et l'ensemble du bureau communautaire. En quatrième partie, nous ferons un focus spécial sur les premières décisions de début de mandat, donc lesquelles peuvent intervenir lors de la séance d'installation de vos organes délibérants, comme nous le verrons un peu plus loin, ou alors à tout le moins une échéance relativement proche. Nous verrons à cette occasion, et pas uniquement, la question des délégations d'attribution consenties par l'organe délibérant à l'exécutif, celle des délégations de fonctions et de signatures consenties cette fois-ci par l'exécutif aux élus municipaux communautaires et aux agents. Et enfin, un point particulier également sur la question des indemnités de fonction. Pour finir ce programme, nous dégagerons ensemble les autres décisions à prendre et à prévoir, comme je viens de vous le dire, à une échéance pas trop lointaine, concernant la désignation de vos représentants au sein des organismes extérieurs, les CCAS en particulier, puisque vous avez une échéance programmée dans les 2 mois qui suivent l'installation, CIAS également pour les EPCI, par exemple. Nous verrons un point particulier également sur le droit à la formation des élus et également un point particulier sur l'adoption de règlements intérieurs. Donc là, je vous mets les principaux sujets qui seront abordés dans ces parties, évidemment. C'est un peu plus fourni que ça. Vous aurez également d'autres points que nous allons peut-être aborder. Alors le menu étant conséquent, il est possible que je privilégie plutôt les questions au cours de ce webinaire. Dans tous les cas, vous recevrez le support à la fin de notre rencontre et vous pourrez en prendre connaissance à tête reposée. Concernant le service, comme l'a très bien présenté Catherine, le service d'information juridique et financière rurale Consult répond à toutes vos questions en matière juridique et financière, comme son nom l'indique. Pour ce webinaire, nous avons sélectionné, on va dire, un condensé donc, des questions qui nous ont été posées en lien avec l'installation des organes délibérants. Donc, je vous mets donc sur cette slide une liste de questions, sachant que nous en avons évidemment beaucoup plus sur le sujet pour que vous puissiez en prendre connaissance et nous répondrons évidemment au cours de ce webinaire à l'ensemble de ces interrogations. Alors, le calendrier électoral donc, dans lequel nous nous inscrivons, suite au décret du 27 août 2025, donc qui fixe la date du renouvellement des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, conseillers métropolitains, de Lyon-Paris, et donc également des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon, Marseille. Et donc
portant également convocation des électeurs, eh bien, les élections municipales de ce mois-ci auront officiellement lieu, comme vous le savez, le dimanche 15 mars 2026 pour le premier tour et le dimanche 22 mars pour le second tour. Alors, ce scrutin vise évidemment le renouvellement des organes délibérants pour ce qui concerne les communes, les conseillers municipaux des 34 875 communes, donc au 1er janvier 2026. Et selon la note de la DGCL qui avait été publiée en janvier 2026 pour ce recensement. Et pour les EPCI, donc cela concerne les conseils communautaires des 1252 EPCI pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle gouvernance de 6 ans, de 2026-2032. Alors, à l'issue du renouvellement général de ces conseils, les conseillers municipaux pour les communes nouvellement élus devront être convoqués à la première réunion obligatoire, dite réunion d'installation du conseil municipal, PAL, où ils seront officiellement déclarés installés dans leurs fonctions. Donc, comme l'indique d'ailleurs expressément les dispositions du Code général des collectivités territoriales, l'article L2121-7, plus particulièrement. Donc, pour précision sur les dates, comme vous les voyez ici, donc, soit traduction, soit au plus tôt le vendredi 20 mars 2026 et au plus tard le dimanche 22 mars, si les élections sont acquises au premier tour. Ou alors au plus tôt le vendredi 27 mars 2026 et au plus tard le dimanche 29 mars si les élections sont acquises au second tour. Ces élections municipales vont générer consécutivement, comme vous le savez, le renouvellement de l'ensemble des organes délibérants des EPCI, des conseils communautaires et métropolitains. Donc, en conséquence, pour ces EPCI, la réunion d'installation des conseils communautaires devra se tenir au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection de l'ensemble des maires. Donc des communes membres, évidemment. Vous avez, concernant les EPCI, un autre article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément, il s'agit du L5211-6. Et pour les syndicats en particulier, c'est le L5211-8. Donc on y reviendront un peu plus loin. Voilà, on va se concentrer plutôt sur les EPCI à fiscalité propre. Pour la traduction en termes de date, comme vous le voyez ici, la séance d'installation des organes délibérants des EPCI devra se tenir au plus tard le 17 avril 2026, dans l'hypothèse où tous les conseils municipaux des communes membres seraient élus dès le premier tour, ou alors au plus tard le 24 avril 2026, en cas de second tour, dans au moins une commune membre de l'EPCI. Voilà pour ce qui concerne plus particulièrement cette fameuse séance d'installation et les dates à retenir. Alors, je vais passer maintenant à une prochaine slide qui correspond aux dates de fin de mandat et de commencement, nouveau mandat à venir. Pour ce qui concerne la date de fin, qui concerne vous l'avez compris, les élus sortants, les conseillers municipaux et communautaires, ce qui concerne les conseillers municipaux et communautaires, leur mandat prend fin à la proclamation des résultats des élections municipales, donc soit le 15, soit le 22 mars 2026. Cela fait partie effectivement des questions qui peuvent revenir au service d'information juridique Rural Consult. Donc, effectivement, il faut bien retenir ce principe-là. La fin de mandat pour nos conseillers actuels prendra fin à la proclamation des résultats, le 15 ou le 22 selon premier ou deuxième tour. Pour les exécutifs en particulier, donc je parle des maires et présidents, maires adjoints et président, vice-président bureau communautaire, le mandat prendra fin, quant à lui, à l'ouverture de la première séance d'installation du conseil. Et ce, même si leurs successeurs ne sont pas élus au cours de cette séance. Donc là, c'est important puisque les textes le prévoient expressément. Le L2122-15, donc de mémoire du Code général des collectivités, qui est transposé évidemment pour les EPCI par le biais du L5211-1. Toujours du Code général des collectivités territoriales. Vous l'aurez compris, la loi a programmé depuis bien longtemps une date d'échéance différée d'exercice des fonctions des exécutifs par rapport aux autres élus, donc conseillers municipaux, communautaires, respectivement. Concernant la date de début de mandat,
pour nos nouveaux élus, hein, sous-entendu, eh bien, les conseillers, pour les conseillers municipaux, pardon, eh bien, leur mandat va officiellement débuter à la proclamation des résultats des élections, donc soit le 15, soit le 22 mars, en fonction du premier ou deuxième tour. Pour les maires et adjoints, eh bien, les fonctions, si vous voulez, vont débuter à jour de l'installation, donc à la séance d'installation du conseil municipal, donc, lors de l'élection précisément du maire et des adjoints. Pour les conseillers communautaires, juste une petite précision, donc leur mandat débute pour ce qui concerne les communes de moins de 1000 habitants. Enfin, un distinguo, communes de moins de 1000 habitants, plus de 1000 habitants. Eh bien, pour les communes de moins de 1000 habitants, le mandat débutera dès l'élection du maire et des adjoints et consécutivement à l'établissement de l'ordre du tableau, hein, comme prévu par les textes, hein. Pour les communes de 1000 habitants et plus, en revanche, le mandat va débuter à la date de proclamation des résultats des élections municipales et communautaires du 15 et du 22, puisque, comme vous le savez, hein, dans ces communes, eh bien, ils sont élus selon un système de fléchage. Pour ce qui concerne les exécutifs des EPCI, donc président, vice-président et autres membres du bureau, quant à eux, leurs fonctions débuteront à l'installation du nouveau conseil communautaire, donc à l'instar des maires et des adjoints. Alors, j'ai voulu vous faire figurer ici une slide spécifique sur la modalité de désignation des conseillers communautaires en faisant encore une fois un distinguo entre communes de moins de 1000 et 1000 habitants et plus. Alors, je pense que ce n'est pas forcément utile de rentrer dans les détails. Je vous la laisse sur le support pour que vous puissiez en prendre connaissance. Parce que voilà, c'est un peu ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc, on va essayer d'avancer sur cette première partie. Pour ce qui concerne la chronologie des actes de la séance d'installation, j'ai voulu vous faire figurer ici l'ensemble des dates à retenir. Donc, tant pour l'élection acquise au premier tour qu'à celle, si tel est le cas, acquise au second tour. Sachant que voilà, on revient sur les dates comme je viens de vous les présenter. Donc, je vous laisse tout ça sur le support avec toutes les actions à réaliser. Bon, on reviendra évidemment sur l'ensemble des actions au cours de la présentation. Donc, je vous laisse évidemment en prendre connaissance sur le support. On va revenir dessus là sur les prochaines parties pour rentrer dans le vif du sujet maintenant. Concernant l'installation à proprement dit de vos nouvelles assemblées délibérantes. Tout d'abord, oui, Myriam, pardon, oui, pardon. il y a déjà pas mal de questions, Ah, donc je vais peut-être m'arrêter, effectivement. oui, je te propose qu'on fasse un premier tour. Alors, Bien sûr. doit-on attendre que les conseils municipaux soient installés pour envoyer les convocations aux conseillers communautaires à la séance d'installation des EPCI? Alors, les textes ne vont pas du tout à ce degré de précision. Alors, est-ce que vous faites référence aux communes de 1000 habitants et plus, plutôt? Parce que juste, si je peux avoir cette petite précision, parce que pour les communes de moins de 1000, il faut nécessairement attendre la séance d'installation, Alors, puisque c'est suivant l'ordre du tableau. alors, madame ou monsieur, parce que je n'ai pas le nom, communauté de communes Cœur Avesnois, nous vous laissons préciser. Quel est le calendrier pour les syndicats avec uniquement des élus communautaires? Ouais, Et il y a d'ailleurs une autre question qui rejoint. Bonjour, pour les syndicats mixtes fermés, pouvez-vous confirmer la date limite de réunion? Donc, il y a un sujet syndicat mixte. il y a un sujet syndicat mixte. On y reviendra si vous le voulez bien dans la dernière partie parce que j'ai consacré une ou deux slides hein, justement et je vous remettrai les dates hein, justement sur la séance d'installation des syndicats mixtes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes. Juste Oui, concernant vas-y. la première question, si je peux me permettre, donc s'il s'agit, alors il faut faire le distinguo communes de moins de 1000, plus de 1000, hein, comme je viens de vous le dire à l'instant. Pour les communes de moins de 1000, bon, évidemment, c'est suivant l'ordre du tableau. Donc après l'élection des maires et adjoints, pour les communes de plus de 1000, voilà, on a déjà l'identité, si vous voulez, au moment de la proclamation des résultats de ceux qui iront siéger au sein du conseil communautaire. En revanche,
il n'est pas précisé à quel moment la convocation. Alors, c'est vrai que quand vous reprenez le texte, celui que je vous ai mentionné tout à l'heure, le L5211-6, vous a indiqué effectivement la date à laquelle vous devez réunir vos organes délibérants pour les EPCI. Après, pour l'envoi, est-ce que je voulais préciser un peu plus loin? Alors, je pense qu'on y reviendra là-dessus, sur la date d'envoi. Il faudrait quand même attendre l'installation de vos organes délibérants au sein des communes, hein, dans tous les cas. Des salariés de l'EPCI ont-ils le droit de siéger au conseil communautaire? Sinon, comment les en informer? Alors, les salariés de l'EPCI qui seraient par ailleurs élus au sein d'une commune membre, déjà, ils le peuvent. Puisque ce n'est plus un cas d'incompatibilité depuis la loi portant statut de l'élu local. En revanche, ils ne peuvent pas, toujours pas, siéger au sein de l'organe délibérant de l'EPCI en question, puisque c'est un cas d'incompatibilité prévu par le code électoral, hein, le L237-1, hein, qui est très clair sur ce point. Donc, les agents de l'EPCI ne peuvent pas exercer un mandat de conseiller communautaire, qui ne pourront pas siéger au sein de l'organe délibérant. Ou alors ils devront faire un choix à ce moment-là, puisque l'incompatibilité permet d'être candidat, mais ne permet pas de siéger in fine. Il va falloir faire un choix entre la qualité d'agent et celle de conseiller communautaire. Là, c'est le code électoral qui précise. Si le doyen d'âge est le maire sortant, est-ce qu'il peut malgré tout être secrétaire de séance? Alors, vous anticipez. On va entamer justement la partie qui concerne l'installation à proprement dit des organes délibérants. Le maire, effectivement, sortant, est celui qui convoque et qui exerce ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, hein. Bon, après, il passe la main au doyen d'âge, effectivement, pour la présidence de la séance. On va y revenir là à l'instant. Je ne vois pas ce qui l'en empêche, puisque c'est le conseil municipal qui va devoir désigner le secrétaire de séance. Donc, il pourrait s'agir du maire sortant s'il a un mandat exerce un mandat à ce moment-là de conseiller municipal. Donc, il faut qu'il soit réélu, du coup. Alors, ça faisait mention d'autre chose. Cela signifie-t-il que les indemnités de fonction sont dues pour les adjoints comme pour le maire jusqu'à la veille de la séance d'installation du nouveau conseil? Non, c'est différent. Au niveau des indemnités de fonction, on y reviendra. Alors là, vous anticipez vraiment sur toutes les parties que je vais aborder. Mais effectivement, je comprends vos interrogations, parce que c'est des interrogations qu'on a tous les jours en ce moment, évidemment, compte tenu de la période. Sur les indemnités de fonction, pour les maires et adjoints, ils continuent d'être versés jusqu'à l'installation de l'organe délibérant, donc inclus, hein, contrairement aux conseillers municipaux qui perçoivent leur indemnité de fonction jusqu'à la proclamation des résultats, donc non inclus, en revanche. Alors ensuite, j'ai une grande question de monsieur Lemével, mais je propose qu'on la prenne à la fin. Oui. Je continue à avancer. Visiblement, il y a une erreur dans le tableau où il est indiqué le 24 juin pour les EPCI au lieu du 24 avril. Ah mince, oui, mince. Bah écoutez, de Voilà. toute façon, le support, on va pas vous le. Vous avez raison, mille excuses. Mille excuses. Le support, vous légiférez directement sur le support. Merci pour votre attention. Je modifierai, puis le support sera modifié en conséquence avant de vous l'envoyer. Voilà, je vois qu'il y a sinon d'autres questions, mais qui vont être abordées, où tu vas apporter les réponses dans les autres parties. Je continue, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Peut-on convoquer le 16 avril pour l'installation du conseil communautaire, même s'il y a 2 tours aux élections municipales? Pour le 16 avril, alors ce qui est problématique, c'est qu'il faut qu'on attende évidemment le second tour.
puisqu'on a au moins une commune qui est concernée dans ce contexte-là. Et à ce moment-là, on pourra, à l'issue du second tour, convoquer le conseil communautaire. Pour un EPCI, bon, c'est toujours la date du 24 juin, donc ça, on va le régler. Oui, 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 je vais le régler. Merci à vous. Parfois, Peut-on convoquer? Alors, je vais reprendre rapidement la longue question de Monsieur Lemével et puis ensuite on avancera. On vous avait dit que le menu allait être assez copieux, mais c'est pas grave. Si on doit déborder sur le temps, on débordera. Et voilà, je vous rappelle que il suffit juste que vous téléphoniez au service et vous aurez de toute façon vos réponses immédiatement. Alors, bonjour. D'une question simple est survenue une interprétation lourde de conséquences et qui concerne les dates de fin de mandat. De nombreux textes précisent que le mandat des conseillers municipaux, en dehors du maire et des adjoints, se termine soit au premier tour, soit au second, s'il y en a un, en lien avec la circulaire Covid du 17 mars 2020. Pour ma part, et comme d'autres analyses concordantes, je prends en ligne de compte la décision du Conseil d'État du 2 mars. Oui. Quel est votre positionnement à ce niveau? Alors, je suis effectivement d'accord avec vous dans le sens où, à ce jour, nous n'avons que cette jurisprudence du Conseil d'État, qui est d'ailleurs relayée par des réponses ministérielles et des préfectures qui qui communiquent en ce sens. Mais du coup, c'est-à-dire que ça on occulterait le fait qu'il est possible aussi de poursuivre son mandat jusqu'au deuxième tour pour les communes qui sont concernées. Donc à ce jour, nous n'avons que cette jurisprudence. Après, nous, effectivement, c'est des questions qui reviennent souvent en ce moment, contrôlées évidemment par notre avocate associée, Rural Consult, pour précision. Et donc, tout dépend, voilà, de la commune, si elle est concernée ou pas par un second tour. Mais pour celles qui sont concernées que par un seul tour, oui, le mandat prend fin à la proclamation des résultats au premier tour. Après, si la commune doit connaître un second tour, le mandat des conseillers sortants, normalement, devrait se poursuivre jusqu'à la proclamation des résultats, jusqu'au second tour. Ouais, on était plutôt sur cette analyse-là, en tout cas, Rural Consult. Mais je comprends votre interrogation, puisque oui, ce que vous avez lu au niveau de la circulaire Covid ne fait référence qu'à la jurisprudence de 90 qui ne traite que du premier tour. Alors écoute, je te propose qu'on avance et on reprendra éventuellement des questions non traitées. Évidemment, avec grand Merci, plaisir. merci, merci Avec beaucoup. grand plaisir. On va essayer d'accélérer un petit peu, mais on privilégiera les questions. Je pense que c'est intéressant aussi de se poser sur les questions. Concernant l'installation des nouvelles assemblées délibérantes, donc des communes des EPCI, eh bien, surtout la programmation de cette première séance, eh bien, il s'agit en effet donc de la réunion obligatoire, donc consacrée principalement à l'élection du maire et des adjoints pour ce qui concerne les communes, du président et des vice-présidents et du bureau communautaire en ce qui concerne les EPCI, et qui suit un ordre du jour donc qui est préétabli par l'exécutif sortant ou à défaut par celui qui le remplace. Un petit aparté, si jamais l'exécutif sortant venait à refuser ou omettre une telle formalité, eh bien vous avez le garde-fou, j'ai envie de dire, celui du préfet, qui le mettre en demeure et à défaut y procéder d'office. Donc c'est bien prévu par le Code général des collectivités territoriales. Pour les communes, donc les conseils municipaux, la convocation doit être envoyée par le maire sortant ou celui qui le remplace dans un délai légal de convocation d'au moins 3 jours francs avant la première réunion donc d'installation, étant entendu que pour toutes les communes, que cela s'applique pour toutes les communes et ce, quelle que soit la population. C'est important puisque dans le droit commun, comme vous le savez, il y a un distinguo entre communes de moins de 3500 habitants et communes de 3500 habitants et plus. Pour les secondes, justement, eh bien, s'applique le délai habituel des 5 jours francs. Pour la séance d'installation, nous sommes sur l'application d'un délai dérogatoire de 3 jours francs qui est généralisé à toutes les communes, quelle que soit leur taille. Voilà, pour précision.
y compris d'ailleurs si vous ajoutez d'autres points à l'ordre du jour, donc d'autres sujets que l'élection du maire et des adjoints, qui est tout à fait possible de prévoir, hein, la séance d'installation, même si effectivement, et c'est ce que préconisent les préfectures, c'est de s'en tenir à un ordre du jour restreint et de prévoir d'autres sujets lors de la prochaine séance du conseil municipal. Dans tous les cas, c'est possible. C'est des questions qui reviennent d'ailleurs très souvent. Il est possible de prévoir d'autres sujets à l'ordre du jour. Et le délai dérogatoire pour les communes de 3500 habitants et plus restera celui des 3 jours francs. Cela a été validé par la jurisprudence d'ailleurs, hein, de la CA de Versailles, hein, du 6 juin 2019. Pour les conseils communautaires, la convocation doit être adressée par le président sortant ou celui qui le remplace au conseiller communautaire, donc dans un délai, en revanche, de 5 jours francs, hein, par renvoi donc du L5211-1, donc l'article qui concerne les communes de 3500 habitants et plus, hein, le L2121-12, toujours du Code général des collectivités territoriales. Pour les EPCI, rien ne change, on reste sur ce délai de droit commun qui s'applique également pour la séance d'installation qui est de 5 jours francs. Un petit aparté sur la comptabilisation des jours francs, c'est-à-dire des 3 jours ou des 5 jours francs. Eh bien, il doit absolument s'écouler 3 jours ou 5 jours pleins, donc entre le jour de l'envoi de la convocation et celui de la séance, sachant que ne rentre pas en ligne de compte ni le jour de l'envoi de la convocation, ni celui de la réunion, enfin le jour de la réunion, si vous voulez, du conseil. Sachant que le délai peut tout à fait inclure un samedi, un dimanche, voire un jour férié. Il ne sera pas prorogé pour autant. Sur la convocation et le contenu minimal de l'ordre du jour qui est joint, alors comme je viens de vous le dire à l'instant, la convocation doit être transmise par voie dématérialisée, hein. C'est un apport important de la part de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, hein, comme vous le savez, et dorénavant la convocation transmise par voie dématérialisée, ou alors, hein, si les conseillers en font expressément la demande, la convocation leur est transmise par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Donc, il faut, dans ce cadre-là, hein, que vous puissiez récupérer au plus vite, hein, les adresses mail des conseillers. La convocation doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la réunion du conseil municipal communautaire. Il est également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, conseillé de prévoir un ordre du jour restreint, donc faisant mention obligatoirement, hein, de l'élection de l'organe exécutif, la municipalité ou l'organe exécutif de l'EPCI, hein, puisque omettre justement cette mention particulière, hein, peut entraîner l'annulation de l'élection comme l'a validé le juge administratif. Donc, dans l'ordre du jour, nous aurons, comme je viens de vous le dire, l'élection du maire, du président pour les EPCI. Va s'intercaler une délibération concernant la détermination du nombre d'adjoints pour les communes, pour les EPCI, nombre de vice-présidents, éventuellement d'autres membres du bureau. Autre point inscrit obligatoirement à l'ordre du jour, à savoir l'élection des vice-présidents et des autres membres du bureau. Et également la lecture de la charte de l'élu local, donc, qui doit être réalisée par l'exécutif nouvellement élu. Voilà. Autre particularité, je vous l'indique ici sur cette slide, concernant les EPCI, eh bien, vous avez une nouvelle formalité qui est imposée par la loi engagement proximité, hein. Donc, pour ce qui concerne les conseillers municipaux qui ne siègent pas au sein de l'organe délibérant de l'EPCI, eh bien, ceux-ci sont également destinataires d'une copie de la convocation qui a été adressée aux conseillers communautaires, donc accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse. Pardon. Donc, vous avez effectivement, je vous l'indique ici, l'article correspondant dans le Code général des collectivités territoriales.
Je vous l'ai dit à l'instant, il est également possible de prévoir d'autres sujets à l'ordre du jour, hein. Évidemment, vous pouvez prévoir la question des délégations de l'organe délibérant à l'exécutif, hein, pour les communes et les EPCI. Prévoir également la détermination du montant des indemnités. Donc, ils seront alloués aux adjoints, aux vice-présidents et aux membres du bureau. La désignation des représentants au sein d'organismes extérieurs, CCAS, CIAS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la CAO pour les marchés, la CDSP, la commission de DSP, la désignation pour siéger au sein des syndicats également. Alors, si tel est le cas, vous devez, pour les communes de 3500 habitants et plus, prévoir également une note explicative de synthèse, puisqu'il est impératif de l'adresser également accompagné de la convocation. Étant entendu également que l'exécutif, le maire nouvellement élu, hein, là on parle des communes, hein, les maires nouvellement élus, peut tout à fait, toute opportunité, hein, décider de reporter tout ou partie des sujets inscrits à l'ordre du jour à une séance ultérieure. Voilà. Donc, puisqu'il reprend la main de la présidence à ce moment-là. Ah oui, ici, je vous ai mis, alors je pense que vous allez avoir des questions. Vous allez avoir des questions parce que, pour le coup, ce sont des questions que nous avons assez fréquemment ces dernières semaines. Ce sont des questions qui ne sont pas surprenantes en soi puisque la réforme de la publicité des actes est passée par là en 2022, en juillet 2022 pour l'entrée en vigueur. Et donc aujourd'hui se pose la question, évidemment, d'ailleurs pour l'inscrire à l'ordre du jour de la séance d'installation, celle de l'approbation du PV de conseil, du conseil qui a été élaboré par le conseil municipal ou communautaire sortant. C'est assez délicat puisque en soi, il s'agit d'une la réforme de la publicité des actes a consacré le procès-verbal, le séance, qui avait une existence, je vais dire plutôt jurisprudentielle, et a supprimé dans le même temps, comme vous le savez, le compte-rendu des séances. Et donc, en inscrivant dans le marbre, si vous voulez, hein, à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Évidemment, ce texte est transposable aux EPCI par le L5211-1 du Code général des collectivités, comme je vous l'indique ici. Alors, la note de la DGCL dont je vous parle ici n'apporte pas malheureusement de précision pour la séance d'installation. Relayée d'ailleurs par une réponse ministérielle publiée au Sénat que je vous mets également ici. Et donc, ça se dessine deux positions divergentes, hein. D'un côté, vous avez les partisans de l'application à la lettre du texte, hein, considérant que le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, est signé par le maire et les adjoints. Donc là, en reprenant, en appliquant stricto sensu les dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Donc, ce qui ramène à considérer que le conseil nouvellement installé doit procéder à l'approbation du dernier PV, hein, donc établi avant le renouvellement. Ensuite, tel qu'il a été d'ailleurs arrêté par, je vous l'indique ici, l'exécutif sortant et le secrétaire de séance. Là, c'est la première position j'ai envie de dire la position la plus confortable en soi sur l'application de la règle. Après, vous avez la deuxième position, et ça, c'est plutôt la doctrine, hein, donc qui est assez qui est assez divergente, comme vous l'aurez compris. Eh bien, on considère que l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion du conseil sortant par le nouveau conseil, en cas de occurrence de changement de gouvernance, hein, de mandature, n'a pas été rendue obligatoire en tant que telle par les textes, hein. Donc, évidemment, toujours avec beaucoup de précautions, sous réserve de l'interprétation, la position du juge, s'il est saisi, la doctrine plus convergente à l'avenir. Donc,
effectivement, ce que je vous indique ici, eh bien, selon cette position, on considère que on a affaire à 2 organes délibérants relevant de 2 mandatures distinctes. Eh bien, assez difficile pour de nouveaux élus qui viennent de s'installer, d'approuver un PV de séance sur une séance justement pour laquelle ils n'ont pas pris part. Donc, ils étaient absents au cours de cette séance. Donc, et ça revient à se dire, il n'est pas en soi obligatoire pour cette séance d'installation d'approuver formellement le PV de séance de la séance précédente dans ce cadre-là. Alors, c'est vrai que ça n'a pas, j'ai envie de dire, nécessairement de conséquences sur les délibérations qui seront adoptées, puisqu'elles restent exécutoires suivant le circuit habituel, évidemment, comme je vous l'indique ici, ce qui a été d'ailleurs approuvé par la jurisprudence administrative, puisque les délibérations, voilà, elles doivent, pour rentrer en vigueur, être publiées et si l'obligation s'applique, transmise au contrôle de légalité. Donc là, vous voyez qu'il y a une position assez divergente sur l'application de la formalité, j'ai envie de dire. Après, compte tenu de l'ordre du jour restreint donc pour cette séance d'installation, on pourrait dire aussi qu'il n'est pas forcément recommandé de le faire approuver à cette occasion. Donc peut-être si on souhaite l'approuver, attendre exceptionnellement la séance suivante. Mais là encore, il n'y a pas de texte qui vienne confirmer cette éventuelle position. Donc voilà, je vous mets ces deux positions divergentes. Après, c'est vrai que ce qui se dégage par rapport aux questions qu'on a pu recevoir, c'est que la plupart, et dites-moi si je me trompe, puisque vous êtes en cœur voilà, justement de cette approbation, la plupart vont par, je veux dire, prudence, souhaiter approuver ce PV de la séance précédente, ne serait-ce que pour en prendre acte. Donc, et non pas approuver le fond, mais plutôt prendre acte l'existence matérielle du PV de séance, puisque effectivement, il devra aussi être publié. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on pourra en reparler en fin de partie. Mais en tout cas, effectivement, je vous mets ici la position divergente donc en la matière, sachant que Rural Consult, nous prévoyons, donc là, je l'annonce en avant-première, j'ai envie de dire, de rédiger un article spécifique sur la question de l'approbation du PV de séance par le conseil nouvellement installé, qui sera publié, cet article, dans les prochaines semaines. Voilà, en ce qui concerne cette longue parenthèse, justement, sur le PV de séance, je trouvais que c'était important de vous en parler, puisque c'est quand même un sujet en ce moment. Donc, c'est tout à fait logique compte tenu du fait que cette formalité est devenue obligatoire suite à l'entrée en vigueur de la réforme de la publicité des actes. Passons maintenant au lieu et à la tenue à proprement dit de la réunion de vos conseils pour les conseils municipaux. Donc, je vous rappelle l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Et cet article précise que le conseil municipal devra se réunir et délibérer à la mairie de la commune. Par principe, vous l'aurez compris, il faut absolument que le conseil municipal, pour la séance d'installation, soit réuni à la mairie. Comme tout principe, celui-ci admet des tempéraments, j'ai envie de dire, 2 aménagements possibles qui sont prévus par la doctrine, la jurisprudence et par le texte lui-même d'ailleurs, puisque premier point, l'article L2121-7 prévoit la possibilité pour le conseil de se réunir à titre définitif dans une salle située en dehors de la mairie, mais tout en restant évidemment sur le territoire de la commune, et ce, je cite, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre des conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Voilà, donc il est possible de choisir une salle qui soit située en dehors de la mairie de manière pérenne, puisqu'une procédure est prévue en ce sens par le Code général des collectivités. Autre exception, le maire peut également décider de réunir le conseil municipal dans un autre lieu que la mairie. Par exemple, et c'est peut-être le cas vous concernant, lorsque le public attendu est plus nombreux que pour les autres réunions de conseil municipal, que la salle n'est pas assez vaste pour pouvoir accueillir l'ensemble des membres du public. Vous pouvez, à titre exceptionnel, et pour garantir évidemment les conditions de sécurité satisfaisantes pour l'accueil même du public, eh bien, vous pouvez, enfin les maire en l'occurrence, peut décider exceptionnellement de réunir le conseil municipal dans une salle située en dehors de la mairie. Avec une petite particularité pour les communes nouvelles, comme je vous l'indique ici, donc le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ces communes, réunions, pardon, pas commune nouvelle, auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, hein, sous réserve que chaque année, au moins 2 de ces réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Voilà, je souhaitais vous le faire figurer ici, hein, si nous avons des communes nouvelles parmi nous. Pour les EPCI, donc à droite, la réunion doit se tenir au siège de l'EPCI, hein, comme l'indique le texte, hein, le L 5211-11 hein, du Code général des collectivités, ou alors dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. Voilà. Donc vous avez cette double possibilité pour pouvoir réunir votre conseil lors de la séance d'installation. J'ai voulu également vous faire figurer ici un passage sur la question de la visioconférence. Particulièrement pour les EPCI parce qu'on va aller vite pour les communes. Vous le savez, ça n'est pas prévu. Donc, dans la mesure où le CGCT impose évidemment que les réunions se tiennent à la mairie et ne prévoit pas du tout la possibilité de recourir au dispositif de la visioconférence. Après, la doctrine ministérielle l'explique en fait, en considérant que, à ce jour en tout cas, la volonté du législateur, c'est de pouvoir favoriser la qualité des débats et donc les distances que les élus auraient à parcourir pour participer justement à ces débats. Et c'est plus limité au sein du bloc communal, hein, c'est qu'à le dire, eh bien, le recours à la visioconférence n'est pas apparu nécessaire. C'est la raison pour laquelle l'extension du recours à la visioconférence pour les conseils municipaux n'a pas été prévue. En revanche, pour les EPCI, eh bien, les textes prévoient expressément la possibilité de réunir le conseil par le biais de la visioconférence. En revanche, pour la séance d'installation, comme vous le savez, ce ne sera pas possible dans la mesure où la séance, vous avez des cas d'exclusion prévus par le Code général des collectivités territoriales, parmi lesquels figure l'exclusion donc à savoir l'élection de l'organe exécutif, donc du maire et du bureau communautaire. Pour ce cas de figure, eh bien, l'organe délibérant ne peut pas se réunir en visioconférence et notamment pour pouvoir assurer la sincérité du scrutin et pour un scrutin qui aura lieu, comme je vous l'indique ici, au scrutin secret. Pardon, excusez-moi. D'autres sujets, évidemment, je vous l'indique ici, pour lesquels la visioconférence ne peut pas avoir lieu. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, évidemment, pour vous avez, je vous l'indique ici, l'élection des délégués, la désignation d'élus au sein d'organismes extérieurs, également pour l'adoption du budget. Hein. Donc, vous ne pouvez pas prévoir de réunion par visioconférence. Et ce sera du coup, pour la séance d'installation, dans tous les cas, une réunion obligatoirement en présentiel. Donc là, c'est juste un rappel, vous le connaissez, vous le savez déjà. Pour maintenant la présidence de la séance, c'est-à-dire de l'ouverture à la clôture de la séance, eh bien, le déroulement est identique, que ce soit pour les communes ou que pour les EPCI. La séance est ouverte par l'exécutif sortant, conseil, le maire ou le président de l'EPCI, qui déclare les membres du conseil présents ou absents
d'ailleurs, officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. À partir de l'installation de l'organe délibérant dans sa nouvelle composition, donc des conseillers nouvellement installés, et jusqu'à l'élection du nouvel exécutif, du maire ou du président, les fonctions de président seront assurées par le doyen d'âge de l'organe délibérant. Là, on passe la main au conseiller le plus âgé, qui va devoir assurer la présidence de la séance, et ce jusqu'à l'élection de l'exécutif, du nouvel exécutif pour les communes, le maire, pour les EPCI, le président de l'EPCI. Donc, le conseil va devoir également désigner un secrétaire de séance, et ce secrétaire de séance, je vous l'indique ici, numéro 4, va devoir appeler les membres, dénombrer les conseillers présents et constater que la condition de quorum est bien remplie. Donc, comme le précise le Code général des collectivités territoriales. Le président ensuite va inviter le conseil municipal ou communautaire à procéder à l'élection de l'exécutif et recueillir les candidatures, évidemment en ce sens, pour ensuite procéder aux opérations de vote. Donc à l'issue duquel, de ce vote, va devoir être dressé un procès-verbal de l'élection. Donc une fois, je vous l'ai dit à l'instant, le nouvel exécutif élu, donc immédiatement installé dans ses fonctions, celui-ci reprend la main pour la présidence du conseil municipal communautaire. Et l'exécutif sortant, le maire sortant, le président sortant, cesseront leurs fonctions à ce moment-là, donc à l'installation de leurs successeurs, comme le prévoit le texte. Un petit point rapide, je vais être un peu plus rapide parce que là, il faut qu'on avance sur les règles du quorum. Bon, vous connaissez bien, ce sont les règles de droit habituelles, droit commun habituel, sur le calcul du quorum. Donc, je vais passer justement, sauf si vous avez des questions, on pourront voir ensemble. Je vous mets des exemples ici, tant pour les communes que pour les EPCI, si vous voulez en prendre connaissance. Mais dans tous les cas, si le quorum venait à ne pas être atteint, le conseil pourra être à nouveau convoqué, donc à 3 jours ou 5 jours moins d'intervalle pour délibérer. À 3 jours d'intervalle, pardon, pour délibérer valablement sans quorum, et ce, quel que soit le nombre d'élus présents, mais uniquement évidemment sur toutes les questions qui ont été reprises de l'ordre du jour de la première séance d'installation. Alors un point rapide aussi sur le vote sous forme électronique. Je vous le mets ici puisque ce sont des questions qui reviennent de temps en temps, surtout en ce moment, concernant la possibilité de recourir à cette modalité technique. Voilà, je peux vous le dire, c'est tout à fait possible en soi, puisque le législateur n'a absolument imposé aucune technique spéciale pour pouvoir exprimer le vote. Donc, il peut tout à fait intervenir sous la forme électronique. Il revient dans ce cadre-là aux organes délibérants de bien le préciser dans leur règlement intérieur. Le vote électronique peut être utilisé quel que soit le mode de scrutin, idem y compris pour le scrutin secret, puisque nous parlons de la séance d'installation pour laquelle seront élus le maire adjoint et président VP membre du bureau. Là aussi, le vote électronique peut tout à fait être envisagé. Alors, juste un petit, comment dirais-je, bémol, si je puis dire, il faut au niveau du choix de la technique, faire en sorte que le boîtier électronique soit paramétré pour pouvoir ne pas exprimer uniquement justement un vote pour ou contre. Donc, puisque ça ne nous permettrait pas de pouvoir tenir compte d'éventuels votes blancs ou abstention. Voyez. Idem sur le fait que le vote électronique auquel vous pouvez recourir, y compris à la séance d'installation, ne doit pas avoir pour conséquence de rendre tous les votes anonymes, puisque vous avez notamment
le scrutin public qui nécessite de devoir présenter le nom des votants et le sens de leur vote. Je vous mets ici à titre indicatif la réponse ministérielle. Vous en avez plusieurs, hein. Moi je vous en ai mis qu'une seule et qui rappelle cette possibilité avec cette réserve par rapport à l'outil en tant que tel. Sur l'organisation matérielle des opérations électorales, ce sont également des questions qui reviennent également en ce moment sur est-ce qu'il est obligatoire de mettre en place un bureau de vote à proprement dit, une urne, un isoloir, une liste d'émargement, des bulletins de vote, une enveloppe, vous voyez, toutes ces questions reviennent en ce moment. Eh bien, vous avez la jurisprudence qui a répondu en ce sens, hein, considérait que les dispositions du code électoral qui prescrivent l'usage de l'isoloir des urnes lors des opérations de vote, eh bien, ces dispositions ne sont pas applicables à l'élection des exécutifs, hein, autant pour les communes que pour les EPCI. Que vous n'êtes pas tenu de mettre en place de tels matériellement de tels dispositifs, mais vous pouvez évidemment prévoir l'utilisation d'une urne ou d'un isoloir, hein, puisque ça peut être aussi préconisé en soi hein, pour préserver le caractère secret hein, du scrutin. Mais retenez effectivement qu'il n'y a aucune obligation juridique en soi hein, de mettre en place un tel bureau de vote. En pratique, vous avez aussi la possibilité, ce n'est pas une obligation, de désigner des assesseurs, hein, donc pour pouvoir, si vous le souhaitez, constituer un bureau de vote. Et donc, voilà, donc pour ensuite procéder en bout de chaîne hein, au dépouillement des votes, à l'issue duquel eh bien, le doyen d'âge va proclamer l'élection du maire. Après, le maire, je vous l'ai dit à l'instant, reprend la main. Mais effectivement, voilà, il n'y a pas d'organisation matérielle encadrée par les textes. Vous pouvez volontairement vous y soumettre pour garantir la sincérité du scrutin et pour également matériellement prévoir aussi, si j'y pense à l'instant, suffisamment de chaises. C'est anodin là, ce que je viens de vous dire, mais c'est prévoir suffisamment de chaises puisque pour cette réunion d'installation sera je pense, présente la presse et donc pouvoir les accueillir. Voilà. Donc, prévoir aussi suffisamment de chaises pour pouvoir les installer. Donc là, je m'arrête pour la troisième partie. Il ne me reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'aller plus vite ici. Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette deuxième partie ? Oui, Myriam, il y a Oui, je pense énormément de aussi. il y a énormément de questions, donc on les reprendra de toute On façon les à la reprendra. fin. Bon, on va faire ça, je pense. Mais je voudrais quand même peut-être te faire part d'une parce qu'elle est beaucoup revenue. Je ne comprends pas ce qui empêche de tenir le conseil communautaire du 16 avril en cas de second tour, car les conseils municipaux seront tous réinstallés au plus tard le 29 mars. Donc il reste bien plus de 5 jours francs pour convoquer le conseil communautaire. Ouais, mais pour le second tour, si vous avez un second tour pour une commune membre, vous n'aurez pas, comment dirais-je, vous n'aurez pas tous les conseillers communautaires élus dont l'élection sera proclamée. Donc, parce que après, ça vous amènerait à convoquer 2 fois. Après, je comprends je comprends la question parce que vous avez suffisamment, enfin, vous pouvez prendre suffisamment d'avance pour adresser les convocations, mais bon, pour les communes pour lesquelles il y a nécessairement un second tour, le mandat de conseiller communautaire étant lié à celui du mandat de conseiller municipal, il faudrait, à mon sens, attendre l'issue du second tour. Après, on pourra y revenir tous les deux ou toutes les deux. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me recontacter. Hein. Donc, juste après le webinaire au 0 970 808 809 et puis on regardera ensemble si vous le souhaitez. Mais voilà. Mais après, au niveau de ce que j'ai pu lire ici et là, pour ce qui concerne la séance d'installation des organes délibérants des EPCI, s'il y a un second tour, il faudrait attendre l'issue du second tour pour connaître l'identité de ceux qui iront, pour les communes concernées, siéger au sein de l'organe délibérant. On va poursuivre rapidement, on a une demi-heure, bon, on dépassera un petit peu, mais pour qu'on puisse aller sur les questions concernant les syndicats.
Alors, pour cette troisième partie qui est dédiée à l'élection des exécutifs, hein, ici, je vous propose déjà de rappeler la formalité préalable, j'ai envie de dire. Donc, avant de procéder à l'élection du maire et des adjoints, donc là, pour ce qui concerne les communes en particulier, hein, il convient toujours de vérifier si le conseil est au complet. Hein, c'est ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales, le L21 22.8 hein, plus précisément. Donc, un principe, voilà, le conseil doit être au complet préalablement à l'élection des exécutifs. Pour la séance d'installation, il y a comment dire, une exception, si vous voulez, pour toutes les communes, quelle que soit leur taille, donc exception qui découle de la jurisprudence administrative et qui considère que, au sens évidemment disposition du CGCT, même si le conseil n'est pas au complet, mais qui compte au moins 2 membres, eh bien la séance pourra quand même se tenir et il pourra s'organiser effectivement l'élection du maire et des adjoints au cours de la séance d'installation. Il s'agit de la jurisprudence du Conseil d'État, 19 janvier 90, hein, élection du Moule, hein, je crois, et que je vous mets ici hein, sur cette slide. Sachant que toutes les vacances qui interviendraient eh bien, doivent s'apprécier à la date de la convocation et non pas à la date de l'installation, enfin de la séance d'installation, au cours de laquelle sera élue la municipalité. Hein. Donc, si certains élus venaient à être absents le jour de l'élection, eh bien, le caractère complet du conseil n'est pas remis en cause non plus, hein, puisque il faut vérifier que le quorum soit bien atteint, donc la majorité des membres en exercice présents donc pour pouvoir tenir valablement la séance. Et sachant aussi que il est tout à fait possible pour des absents de donner des procurations hein, de vote à un conseiller, un autre conseiller de son choix. Donc vous avez toujours cette possibilité aussi si vous ne pouvez pas vous rendre à la séance d'installation pour ce qui concerne les conseillers nouvellement élus. Alors pour les communes de 1000 habitants et plus, bon, le conseil doit être au complet hein, normalement, hein, parce que dans tous les cas, voilà, compte tenu des modalités du scrutin de liste. Idem pour les communes de moins de 1000 habitants, mais avec si vous voulez, une dérogation d'incomplétude, donc qui est tolérée hein, lorsque le nombre de sièges n'a pas été pourvu dans ces communes. Et cela ça ressort, si vous voulez, de la loi du 21 mai 2025, hein, donc qui est intervenu pour aménager cette souplesse spécifique pour les communes de moins de 1000, hein, que je vous mets ici, et autorise donc la présentation d'une liste incomplète comptant jusqu'à 2 candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal. Et donc, par dérogation hein, au texte, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'on a au moins 5 membres élus au lieu de 7 pour les communes de moins de 100 habitants, 9 au lieu de 11 pour les communes entre 100 et 499 et 13 membres au lieu de 15 pour les communes de 500 à 999 habitants. Si l'esprit du législateur, en fait, c'était prévoir une mesure donc spécifique à ces communes qui aurait vocation, si vous voulez, à permettre au bon nombre des communes de pouvoir élire leur maire et adjoint juste après les élections municipales, et donc même si le conseil n'aurait pas été élu en totalité. Et cela aussi aurait, enfin dans l'esprit du législateur, a pour vocation également de réduire mécaniquement le nombre de délégations spéciales qui pourraient être mises en place. Sur l'élection de la municipalité, en particulier l'élection du maire, rien n'a changé hein, depuis le dernier scrutin. Bien, l'élection du maire s'opère au scrutin secret nominal à la majorité à 3 tours, hein, majorité absolue, hein, sous-entendu à 3 tours, et relative enfin à 3 tours pour les 2 premiers tours, pardon, et relative pour le dernier tour, hein, troisième, hein, décisif. Et en qualité d'égalité de suffrage, eh bien, le plus âgé est déclaré élu. Étant entendu que le calcul de la majorité, dans le calcul de la majorité, ne doivent être pris en compte que les suffrages exprimés. Tout ce qui se rapporte au bulletin blanc doit être écarté puisqu'il ne constitue pas des suffrages exprimés. Je vous mets un exemple ici, volontairement, d'une commune de 2500 habitants, puisque ce sont des communes qui sont évidemment éligibles au service. Donc, je rappelle que le service s'adresse aux communes de moins de 5000 habitants. Et là, je vous mets un exemple de conseil municipal qui est composé de 23 membres
et au cours duquel sont tous présents les conseillers nouvellement élus et 2 candidats à la fonction de maire, monsieur X et madame Y. Vous voyez dans l'exemple qui est très simple, eh bien, la majorité donc absolue qui doit être requise pour les 2 premiers tours est de 11 et aucun n'ayant obtenu cette majorité, il faut aller au 3e tour et au 3e tour, l'élection est acquise pour madame Y qui a plus grand nombre de voix. Entre l'élection du maire et l'élection des adjoints va s'intercaler une délibération du conseil municipal qui va devoir déterminer le nombre des adjoints. Donc là, il s'agit d'un point à l'ordre du jour qui doit être inscrit et prévoir que le conseil municipal, nouvellement installé, doit déterminer le nombre d'adjoints au maire qui devront être élus. Et donc le conseil, le code général des collectivités territoriales prévoit en ce sens que le conseil municipal, justement, détermine donc, par délibération le nombre des adjoints, sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. C'est le L 2122-2 du code général des collectivités territoriales, je vous l'indique ici. Alors, c'est un maximum, donc une limite à ne pas dépasser, sachant qu'il existe également un minimum, puisque pour parler d'une municipalité, il faut à minima avoir un maire et un adjoint. Vous allez avoir un minimum d'adjoints, un adjoint qui doit être élu, et un maximum d'adjoints qui correspond à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Sachant que sur la règle de l'arrondi, aucun arrondi à l'entier supérieur ne sera autorisé. Alors, le dépassement, évidemment, je vous l'indique ici, de ce seuil des 30%, eh bien, pourra être sanctionné par le juge en cas de saisie. Là, effectivement, si vous veniez à dépasser ce pourcentage maximum, eh bien, vous encourez une annulation de l'élection. La délibération. Dans tous les cas, on a le garde-fou du contrôle de légalité. Donc, forcément, ce sera le cas. Oui, alors je voulais juste avant de passer à la prochaine slide, je voulais juste vous rappeler le principe de cette délibération qui devient exécutoire évidemment après transmission au préfet et publication. Ça, c'est le principe. En revanche, la position dominante pour la séance d'installation du conseil municipal, c'est celle-ci. C'est-à-dire que la délibération du nombre, enfin qui fixe le nombre d'adjoints, n'a pas à être vous pouvez le faire en séance d'installation, de marquer une pause et de télétransmettre, mais si vous voulez, c'est une position dominante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de rendre exécutoire l'élection la délibération sur le nombre d'adjoints avant de passer à l'élection des adjoints, pour que celle-ci soit régulière. Donc, vous pouvez tout à fait voter cette délibération sur le nombre d'adjoints et ensuite procéder dans la continuité de la séance à l'élection des adjoints. Alors ça, ça fait partie des interrogations qui peuvent revenir aussi. D'ailleurs, vous avez une réponse ministérielle que j'avais identifiée au Sénat de janvier de cette année, de 2026, donc qui est actuellement sans réponse et qui met en exergue, si vous voulez, c'est un débat un peu qui n'est pas tranché par une position qui n'est pas tranchée par le Conseil d'État, puisque vous avez des positions divergentes de tribunaux administratifs. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais faire part aujourd'hui, c'est de la position dominante. Aujourd'hui, c'est tout à fait valable. Vous pouvez aussi vous conforter avec les services de l'État, d'ailleurs, sur laquelle voilà, on peut tout à fait procéder à l'élection des adjoints suite à l'adoption de la délibération concernant le nombre des adjoints. Sur l'élection des adjoints maintenant, eh bien, dorénavant, dans toutes les communes, eh bien, l'élection des adjoints devra se faire au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Alors, je dis dans toutes les communes, parce que pour ce scrutin en particulier, pour le renouvellement de vos organes délibérants, eh bien, les communes de moins de 1000 habitants vont connaître pour la première fois ce mode de scrutin.
hein. Les adjoints au maire de ces communes n'étaient pas élus au scrutin de liste, hein, et n'étaient pas astreints au respect de la parité non plus. Dorénavant, depuis la loi du 21 mai 2025, qui a modifié le scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants, eh bien, les listes d'adjoints dans ces communes devront être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Voilà, sur ce mode de scrutin qui devra être obligatoirement adopté et mis en œuvre. Toujours le même exemple que tout à l'heure. Sur l'élection des adjoints au maire, dans la même taille de la commune, 2500 habitants, 23 membres et qui ont décidé, enfin le conseil municipal dans son ensemble, qui a décidé de fixer le nombre d'adjoints à 6, a été présenté à cette occasion, ont été présentées à cette occasion 2 listes paritaires, dites A et B, et l'élection donc au scrutin de liste, donc, va s'opérer de cette façon-là pour les 2 premiers tours, donc à la majorité absolue, évidemment. Comme vous le voyez ici dans les exemples, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue. Et la tour décisif, donc le 3e tour, va permettre à la liste A d'être proclamée élue. Donc voilà, je vous laisse l'exemple ici, si vous souhaitez en prendre connaissance ultérieurement. Concernant les modalités, j'ai envie de dire pratico-pratiques, hein, pour l'élection des adjoints, puisque les textes ne vont pas du tout préciser les modalités pratiques. Là, on est plutôt sur vos pratiques, hein, dans vos collectivités. En ce qui concerne la constitution de la liste en particulier, eh bien la liste peut être incomplète, hein, puisque on peut tout à fait présenter une liste aux fonctions d'adjoint au plus, j'ai envie de dire qu'il va comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Mais après, aucune disposition du Code général des collectivités territoriales n'interdit la présentation de listes incomplètes. À noter également que l'ordre de présentation de la liste, hein, donc, des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation de la liste des candidats à l'élection municipale, hein. Peut tout à fait avoir une liste qui présentée de manière aléatoire et sans suivre l'ordre fixé pour la liste municipale. Je voulais également vous préciser une chose, puisque la jurisprudence est passée par là, assez récente, hein, du 30 janvier 2026, et je vous l'indique ici, hein, du Conseil d'État, qui a l'occasion d'indiquer, évidemment en contradiction avec un jugement du théâtre Bastia, peut-être que vous en avez entendu parler, hein, du 23 mai 2025, et considère justement qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit à un conseiller municipal de figurer sur plusieurs listes pour l'élection des adjoints au maire. Le Conseil d'État a donc parfaitement admis qu'un conseiller municipal puisse se présenter sur plusieurs listes d'adjoints proposées à l'élection d'adjoints. Je vous invite à en prendre connaissance si vous le souhaitez. Concernant alors il n'y a pas de délai sur le délai de dépôt des listes. Après, c'est pas fixé par les textes. Après, bon, évidemment, ça sera au cours de cette séance, hein, puisque l'élection doit intervenir. Donc, en tout cas, il est tout à fait possible de déposer des listes avant chaque tour de scrutin, hein, donc avant le premier, le deuxième et le troisième, hein, et il n'est pas nécessaire non plus d'avoir été candidat au tour précédent pour pouvoir figurer sur une liste. Donc, on peut tout à fait figurer sur une liste du second tour alors qu'on n'y figurait pas sur le premier tour, par exemple. Sur comment dirais-je, ce que je voulais vous dire aussi pour précision à ce sujet, puisque c'est important. Alors, avant de passer à l'ordre du tableau rapidement. Donc, voilà, le mode de scrutin, bon, voilà, vous le connaissez pour toutes les communes, quelle que soit leur taille. Donc, scrutin de liste paritaire, majorité absolue. Eh bien, il existe pour les communes de moins de 1000 habitants, et c'est la loi dont je vous ai parlé à l'instant, donc qui aménage cette exception, qui prévoit pour le principe de parité, hein, particulier, hein, que celui-ci n'a pas à s'appliquer, n'a pas obligatoirement à s'appliquer en cas de vacance d'un poste d'adjoint.
Donc, si vous devez élire un poste d'adjoint, eh bien, vous n'avez pas l'obligation de respecter la parité et de désigner un élu du même sexe que celui dont le poste est devenu vacant. L'obligation de parité, bon, puisqu'on y est, ne s'applique pas non plus au couple maire-premier adjoint. On peut tout à fait avoir un premier adjoint qui soit de même sexe que le maire et inversement. Donc, la parité ne se transpose pas dans ce cadre-là. Dans tous les cas, hein, les élections donc, du maire et des adjoints doivent être rendues publiques par voie d'affiche dans les 24 heures. Hein, c'est ce que prévoient les textes. À la suite de l'élection des maires et des adjoints, devra être établi ce qu'on appelle l'ordre du tableau, hein, que vous connaissez bien, et ce pour toutes les communes, évidemment, hein, quelle que soit leur taille. Hein. Pour toutes les communes, les conseillers municipaux, donc, ils suivent le maire et les adjoints hein, dans le tableau, selon un ordre de préséance, en fait, comme je vous l'indique ici, qui est d'ailleurs bien explicité par le Code général des collectivités territoriales, le L2121-1. Hein, donc, vous avez d'abord l'ancienneté de l'élection depuis le dernier renouvellement intégral du Conseil, donc là, en l'occurrence, celui qui nous attend, le nombre de suffrages obtenus en cas d'élection du même jour, hein, et la priorité d'âge en cas d'égalité de voix. Sachant que les conseillers municipaux qui sont issus de la même liste et élus le même jour hein, ne seront pas nécessairement classés dans le même ordre que celui de la liste sur laquelle ils étaient candidats, hein, puisque c'est le critère de l'âge qui prévaut. Tous les conseillers donc, qui seraient élus postérieurement, je veux dire au mandat, eh bien, prendront place, quant à eux, en dernier rang. Donc en dernier rang, puisque s'applique ici le critère de l'ancienneté. Donc le tableau, l'ordre du tableau, enfin le tableau hein, donc, qui sera établi, hein, eh bien, doit indiquer le nom, les noms, prénoms, la date de naissance des conseillers, la date de la plus récente élection à la fonction et le nombre de suffrages qu'ils auront obtenus. Ce tableau, in fine, hein, devra être transmis au préfet au plus tard à 18 h le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Voilà pour la formalité obligatoire. Pour ce qui concerne maintenant les EPCI, sur le caractère complet hein, du conseil communautaire, eh bien, bon, évidemment, avant de procéder à l'élection des présidents et vice-présidents, le conseil communautaire doit être au complet. Donc, voilà, tous les conseillers communautaires doivent être élus. Donc, je fais référence notamment aux conseillers qui seront élus au second tour. Donc, effectivement, il faut, pour les communes qui seront concernées, attendre le second tour pour avoir l'identité des conseillers communautaires qui iront siéger. Et donc, voilà, je vous le précise également ici, hein, le fait que les conseillers communautaires ne soient pas présents ce jour-là, c'est-à-dire ils soient élus mais pas présents, sous-entendu, hein, eh bien, ne remet absolument pas en cause le caractère complet hein, de l'organe délibérant, hein, puisqu'ils sont ils sont proclamés élus et éventuellement ils peuvent être remplacés par leurs suppléants, en particulier pour les communes qui disposent d'un seul siège, hein, puisque vous avez des dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, comme je vous l'indique ici, ou alors à défaut, hein, c'est tout à fait possible, ces conseillers absents peuvent donner procuration à un autre conseiller de leur choix, hein, donc, qui peut être un conseiller d'une autre commune membre. En ce qui concerne maintenant l'élection du président et du bureau communautaire, il s'agit pour l'ensemble du même mode de scrutin qui doit être appliqué, hein, du scrutin uninominal, au scrutin secret uninominal à majorité absolue. Donc si aux 2 premiers tours, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au 3e tour, donc décisif et l'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité, évidemment, c'est le plus âgé qui sera déclaré élu. Rien de nouveau, c'est ce qu'on vient de se dire pour l'élection du maire. Donc là, il s'agit simplement de le transposer ici pour l'élection de l'exécutif, si vous voulez, l'organe exécutif au sein d'un EPCI.
Je vous indique juste pour précision, pour l'élection des membres du bureau, la loi portant statut d'élu local du 22 décembre dernier a apporté une modification afin de répondre justement à cette ambiguïté donc relative au mode du scrutin des membres et confirmer évidemment les modalités actuelles, à savoir élection au scrutin uninominal à 2 tours et à 3 tours, pardon, et non pas au scrutin de liste par transposition du mode de scrutin qui s'applique aux adjoints. L'article L5211-10 a été évidemment modifié en conséquence. Précisons également à ce sujet que n'est pas transposable l'obligation de parité, donc obligation qui s'applique aux adjoints au maire, hein, liste d'adjoints au maire, donc qui n'est pas applicable surtout aux vice-présidents, à l'élection des vice-présidents. Je voulais quand même vous apporter ces précisions, même si c'est le statu quo, mais la loi est venue quand même apporter cette précision pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté possible sur le mode de scrutin. Sur la détermination du nombre de VP, ici, déjà, se dire aussi que le bureau communautaire, qu'elle composé donc du président, d'un ou plusieurs vice-présidents, de l'ensemble des vice-présidents d'ailleurs, et éventuellement d'un ou plusieurs membres qui seraient désignés. Donc il faudra évidemment le déterminer par délibération du conseil communautaire nouvellement installé, hein, sur le même principe qu'on a vu précédemment pour la détermination du nombre d'adjoints. Et donc, il faudra effectivement 2 étapes distinctes, hein, donc la séance d'installation, prévoir l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau, pardon. Je vous renvoie à la lecture du L5211-10 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit donc, que le nombre de VP ne doit pas être supérieur à 20% avec un arrondi à l'entier supérieur hein, de l'effectif total de l'organe délibérant, ni même excéder 15 vice-présidents, sachant que pour les métropoles, on est sur un nombre de 20. Alors, si le CGCT hein, précise d'ailleurs que si cette règle conduit à fixer à moins de 4 le nombre de VP, eh bien, ce nombre sera porté à 4. La loi permet également au conseil communautaire, enfin l'article du Code général des collectivités que je viens de vous mentionner, de décider à la majorité des 2/3 hein, d'augmenter le nombre de VP sans toutefois dépasser les 30% de l'effectif. Hein, et donc le nombre de 15 également, 20 pour les métropoles. Donc sur cette possibilité qui est envisageable à la majorité des 2/3 évidemment, eh bien cela n'aura pas d'incidence pour autant sur l'enveloppe indemnitaire globale qui restera calculée sur la base de l'effectif hein, du conseil. Voilà pour cette petite précision. Sur la dernière formalité donc, de cette séance d'installation, à savoir, formalité qui doit être prévue par l'ordre du jour de la séance, à savoir la lecture et la diffusion de la charte de l'élu local. Celle-ci incombe, comme je vous l'indique ici, au nouvel exécutif, hein, donc nouvellement élu, lors de cette séance d'installation. Eh bien, le maire pour les communes, le président pour les EPCI devra donner lecture de la charte de l'élu local, laquelle est composée de droits et de devoirs hein, prévus par les articles du Code général des collectivités territoriales que je vous mentionne ici. Pour les communes, évidemment, lors de la séance d'installation et immédiatement après l'élection de la municipalité, eh bien, le maire va donner lecture de la charte avec une remise en main propre, si vous voulez, aux conseillers municipaux d'une copie de la charte ainsi que du chapitre 3, mais je vous le mentionne ici, du Code général des collectivités territoriales, enfin de la partie qui concerne le Code général des collectivités territoriales. Donc là, il s'agira aussi d'informer les élus donc sur leur statut, donc le nouveau statut d'élu local. Et d'ailleurs, vous avez une section qui a été créée à cet effet par la loi portant statut de l'élu local hein, dans le Code général des collectivités territoriales. Pour les UPCI, bon, même formalité, hein, voilà, inutile de redétailler en l'occurrence, si ce n'est que voilà, vous avez des précisions sur la remise de la charte de l'élu local qui
devra l'être par le président au conseiller communautaire, donc en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et respectives en fait, hein, dispositions respectives concernant chaque type de PCI, hein, comme je vous le mentionne ici. En fin de séance, on y arrive. Eh bien, pour clore justement cette séance d'installation, eh bien, devra être dressé, je vous l'ai dit tout à l'heure, un PV d'élection, donc dressé sur le champ par le secrétaire de séance. Donc ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un PV d'élection et non pas d'une délibération classique, hein, puisque le PV d'élection devra, comment dirais-je, être signé par le maire, le doyen d'âge, le secrétaire des séances et l'éventuel assesseur. Alors, contrairement aux délibérations classiques qui ne sont signées que par le maire président et le maire ou le président, pardon, et le secrétaire de séance. Le PV d'élection, donc, il fera l'objet d'un contrôle, hein, puisqu'il va être transmis au préfet, et doit être entièrement renseigné. Il doit indiquer le nombre de conseillers présents, le nombre de suffrages exprimés, ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat à chaque tour de scrutin. Alors, vraiment bien veiller à apporter l'ensemble de ces mentions sur le PV d'élection. À l'envoi de ce PV, d'autres documents doivent être joints, évidemment, vous l'avez mis en place, une feuille de proclamation, enfin, la feuille de proclamation, pardon, les bulletins de blanc s'il y en a eu, nuls, donc contresignés dans les enveloppes spécifiques, ainsi que la liste des adjoints, parce que si vous avez une présentation de plusieurs listes des adjoints, effectivement, également prévoir la liste des candidats pour être adjoint. Voilà, donc la transmission doit se faire évidemment sans délai au préfet ou sous-préfet compétent. Pour les EPCI en particulier, alors il n'y a pas de texte qui assure la transposition. On avait eu une question assez récemment sur cette formalité de PV d'élection. Donc il y a une question qui avait été contrôlée par notre avocate associée. Et donc effectivement, on confirme bien que les textes ne prescrivent pas ni expressément ni par transposition, hein, des règles applicables aux communes, donc justement l'obligation de ce PV d'élection, mais j'ai envie de dire par analogie avec les communes, il est fortement recommandé d'appliquer la même formalité. Voilà, j'en ai fini avec cette partie où là il est déjà midi. Je pense que... Alors Catherine? Allô? Oui, Oui, oui. pardon, excuse-moi. Oui, Non, alors non, je je t'en pense que prie. pour les dernières parties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas détailler. Je vais aller assez vite, surtout pour les premières parties. Pour le reste, je vous laisse le support. Et surtout, je vous annonce, bon, comme vous avez peut-être pu déjà le voir sur la plateforme de la Banque des Territoires, les prochains webinaires, hein, qui seront consacrés aux différents sujets qui figurent sur les dernières parties. Et du coup, là, ce sera, voilà, nous vous invitons à vous inscrire au prochain webinaire où nous nous dédierons justement à l'ensemble de ces sujets. N'hésitez pas à vous y inscrire. Alors Myriam, on va un peu déborder. On s'excuse parce qu'il y a eu énormément de questions. Donc on vous invite, même si vous dépassez les seuils de 5 000 habitants pour les communes et 50 000 habitants pour les intercommunalités, on vous invite à joindre le service au numéro de téléphone que je vous ai mis au début du chat et vous dites simplement que vous appelez, pour ceux qui dépassent le seuil en tout cas, que vous appelez suite au webinaire parce que c'est vrai qu'il il est très compliqué de répondre à toutes les questions. Myriam, je voudrais juste que tu précises quelque chose, parce que vraiment, je crois qu'il y a une source de confusion. Ah, c'est sur les éventuelles dates de convocation. Je pense qu'il y avait une confusion entre, notamment dans la question, mais il y a eu d'autres dates aussi dans le chat, entre le 16 mars et le 16 avril. Voilà. Donc, les personnes qui écrivaient dans le chat donnaient la date en avril pour la convocation du conseil. Conseil municipal? Non, communautaire. Donc, effectivement, Ouais. c'est tout à fait possible.
Voilà. Oui, oui, alors là, pour le coup, sur la séance d'installation du compte. Ah oui, par rapport au premier, au deuxième tour, c'est ça ce que Oui, tu me il dis? y a oui, Oui, voilà. oui, alors effectivement. Alors en fait, c'est juste après, si vous voulez. Vous avez la prochaine slide que j'ai mis ici, en lien avec le guide de l'AMF qui avait été mis à jour ces dernières semaines, où vous avez, on reprend les dates, si vous voulez, en cas de premier et de second tour. Et je vous le remets ici, volontairement. Je pourrais vous envoyer le lien sur demande si vous le souhaitez, par rapport au guide de l'AMF. Et vous avez bien 2 dates distinctes en fonction du premier ou du deuxième tour pour l'installation des EPCI, enfin des organes délibérants des EPCI. Donc, soit au plus tard le 17 avril, soit au plus tard le 24 avril. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je pense que c'est clair. Et puis j'enverrai le lien. Ah bah je vois que oui, j'enverrai le lien également avec le replay. D'accord, très bien. Mais écoute, parfait, parfait. Merci beaucoup. Justement, alors il y a d'autres questions, Catherine, ou je poursuis? Il y en a, enfin, il y en a plus de 100, donc autant poursuivre, autant poursuivre. En fait, Et en voilà, fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ouais, je voulais pardon. juste vraiment qu'on revienne sur cette notion de date parce que ça a fait l'objet de beaucoup de questions. Mmh. Et puis voilà, j'invite les personnes à contacter le service. Oui, oui, n'hésitez pas à nous recontacter, à me contacter moi personnellement si vous le souhaitez, dans le prolongement de ce webinaire, pour que nous puissions, faire un point sur les dates et je vous Et adresserai surtout, à cette occasion les oui, pardon. et surtout sur toutes les autres questions qui ont été posées. Oui, bien sûr, sur toutes les autres questions qu'on avait posées. Effectivement, sur un format d'1 h 30, c'est compliqué. C'est très compliqué de pouvoir aborder, l'ensemble, enfin de répondre à l'ensemble des questions. Donc n'hésitez pas, dans le prolongement à nous recontacter au téléphone. Donc sur la question des dates et des formalités, parce que là, je fais référence aux premières décisions de début de mandat, évidemment, qui doivent être planifiées. Bon, vous pouvez le faire le jour de l'installation, du conseil, municipal ou communautaire, ou à tout le moins pour certaines, une échéance qui ne soit pas trop lointaine, surtout pour celles pour lesquelles il existe une échéance particulière, Donc, je vous avais donné tout à l'heure l'exemple du CCAS-CIAS, qui doit être renouvelé, dans les 2 mois qui suivent l'installation des organes délibérants. Donc là, je vous laisse le tableau avec toutes les dates correspondantes et je déroule assez rapidement puisque je vais vous libérer quand même pour la pause déjeuner. Donc, je voulais quand même aborder l'ensemble de ces questions qui vont se poser dans tous les cas à post-renouvellement, enfin au moment où vous allez installer vos organes délibérants, celle des délégations d'attribution. Enfin, commencer par les délégations d'attribution accordées au maire. Donc, alors juste, oui, une petite parenthèse quand même. La fin du mandat actuel, donc du conseil municipal communautaire, va rendre caduque l'ensemble si vous voulez, des délégations qui ont été consenties antérieurement, aussi bien par le conseil à l'exécutif sortant que par l'exécutif lui-même à ses adjoints conseillers municipaux et agents, puisque vous avez aussi des agents qui peuvent être titulaires de délégations de signature. Voilà, juste pour la petite parenthèse, je la ferme. Donc, pour le maire, je reviens aux délégations d'attribution. Eh bien, la loi prévoit et permet au conseil de pouvoir déléguer une partie de ses attributions au maire, donc pour une meilleure, on va dire, efficacité dans la gestion des affaires communales. Et quand vous reprenez, si vous voulez, la dernière version de l'article L2122-22, article socle, si vous voulez, du Code général des collectivités territoriales, donc qui a été modifié par la loi dite 3DS, eh bien, cet article énumère une liste limitative d'attributions qui peuvent être consenties par le conseil au maire, donc en tout ou partie, évidemment, pour toute la durée du mandat. On est sur 31 attributions. Quand vous prenez la liste qui est déroulée dans cet article. Le conseil municipal, évidemment, peut décider de déléguer certaines ou aucune, évidemment, délégation au maire. Certaines, évidemment, matières donc listées dans le texte précisent, dans certaines matières fixées par le texte, il est précisé, pardon, que le conseil municipal doit déterminer des limites ou des conditions qui doivent être bien déterminées. Il faut que vous attachiez
une attention toute particulière justement sur cette notion de limite et de condition, puisque vous ne pouvez pas, au regard de la rédaction du texte, prévoir qu'il n'y ait aucune limite, aucune condition dans la délibération donnant délégation d'attribution au maire. Idem, vous ne pouvez pas vous borner à un simple renvoi à l'article 21-22-22 et pour donner délégation au maire pour l'ensemble des attributions ou certaines des attributions telles que prévues par le texte. Vous l'aurez compris, on est sur une liste limitative, une liste limitative de 31 attributions, dans la mesure où s'applique le principe il n'y a pas de délégation sans texte, comme je vous l'ai indiqué ici. Eh bien, le conseil municipal ne peut pas décider de donner des délégations en dehors de cette liste. Forcément qu'il s'appuie expressément sur la liste figurant au L21-22-22. Donc, lorsque vous préparez la rédaction de votre délibération, vous devez bien réfléchir au périmètre, surtout en cas de changement de majorité, ce qui peut arriver, compte tenu du renouvellement qui nous attend, et de la vision du fonctionnement d'une administration qui peut changer d'un maire à une autre. À un autre ou à une autre, peut être une maire aussi. La délibération doit être suffisamment précise quant aux limites et conditions, comme je vous l'ai dit à l'instant. Et pour certaines délégations, évidemment, le conseil municipal doit préciser les limites les limites fixées au titre de délégation. Elle doit traiter également de la possibilité pour le maire de consentir des délégations de signature aux agents. Ça, c'est important. En application du L21-22-19 du Code général des collectivités territoriales qui est combiné au L21-22-23 de ce même code, eh bien, le conseil municipal doit déterminer dans sa délibération si le maire peut subdéléguer la signature à des agents. Là, c'est très important, contrairement aux élus pour lesquels la rédaction est différente. En tout état de cause, lorsque le maire reçoit délégation, eh bien, il devra rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il aura prises en vertu de ces délégations. Sachant que, comment dirais-je, sur cette notion de rendre compte, eh bien, les textes n'apportent pas de précision. Les réponses ministérielles, vous en avez plusieurs en la matière. Je ne les ai pas mis ici, mais si vous souhaitez, je pourrais vous les transmettre. Eh bien, comment dirais-je, ne privilégie pas une modalité plutôt qu'une autre. Tout à fait possible de prévoir un compte-rendu oral. Donc, le maire fait un compte-rendu au conseil municipal de l'ensemble des décisions qu'il a prises en vertu de ses délégations, ou alors prévoit une forme de relevé de décision par écrit. Donc, il doit être complet et précis pour évidemment ici remplir l'obligation d'information de l'Assemblée délibérante. Toujours sur les délégations d'attribution, ici concernant les exécutifs au sein de l'organe délibérant d'un EPCI, on est sur une logique inversée, contrairement aux communes, puisque l'article L5211-10 dresse une liste à contrario de 7 attributions qui ne peuvent pas être déléguées par le conseil communautaire au président, vice-président avec délégation et bureau communautaire. Donc, toute délégation, autrement dit, de compétences, qui pourra être envisagée, mais en dehors de cette liste qui constitue des exclusions, c'est-à-dire qui ne pourront pas être déléguées au président et au bureau communautaire. Voilà, c'est ce qui a été d'ailleurs validé par le juge administratif. Vous avez la liste des 7 matières exclues qui figurent expressément à l'article L5211-10. Je vous renvoie à cette liste-là. Sachant que vous avez la jurisprudence qui est quand même intervenue à quelques reprises pour apporter des précisions sur cette liste et venir greffer justement, par exemple, je vous le mets ici, l'exclusion concernant la création et la suppression des emplois, puisque la création et la suppression des emplois relève du pouvoir budgétaire, rattaché avec une compétence de l'organe délibérant, compétence qui est exclue du champ des délégations possibles et donc qui est insusceptible de délégation au profit du président du bureau communautaire.
Idem pour la question de l'attribution des fonds de concours, puisque vous avez des règles spécifiques qui figurent pour les EPCI et qui renvoient à un accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils concernés. Donc là, c'est la jurisprudence qui le précise, à la majorité des conseils communautaires. Voilà, donc je déroule. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Bon, je vais vous renvoyer aussi, si vous le souhaitez, aux notes juridiques de Intercommunalité de France, donc de 2020-2024, et au modèle de délibération surtout qui figure en annexe, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me recontacter, je pourrais vous les transmettre. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez avoir des modèles de délibération. J'en ai retrouvé par ce biais-là, puisque ça revient souvent au service d'information juridique. Rural Consult, on nous demande voilà, si on a des modèles de délibération, bien là, on en a pour le coup. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Oui, maintenant, sur le fonctionnement du bureau communautaire. Bon, c'est vrai que en l'occurrence, vous avez des dispositions législatives particulières concernant le fonctionnement des réunions des bureaux communautaires. Donc, pour savoir si ils doivent se voir appliquer les mêmes règles, si vous voulez, que leur organe délibérant, enfin l'organe délibérant de l'EPCI. Il faut regarder si le bureau communautaire intervient en vertu d'une délégation ou pas. S'il intervient en vertu d'une délégation consentie par l'Assemblée délibérante, eh bien le bureau sera soumis aux mêmes règles, en vertu du L5211-1 du Code général des collectivités territoriales. S'il intervient qu'en tant que, si vous voulez, instance délibérante, oui, mais à un rôle limité, c'est-à-dire un simple groupe de travail ou commission d'instruction, qui sera ensuite soumise, comme je vous l'indique ici, à l'organe délibérant, l'organisation des réunions et son fonctionnement, de manière générale, relèvera alors du règlement intérieur de l'EPCI. Donc là, je vous renvoie vers le règlement intérieur pour les règles institutionnelles concernant les bureaux communautaires, fonctionnement institutionnel concernant le bureau communautaire lorsqu'il n'agit pas sur délégation de l'Assemblée délibérante. Vous avez une réponse ministérielle que je vous mets ici. Bon, vous n'en avez pas plus récente, j'aurais aimé vous en trouver une plus récente, mais là, pour le coup, ça n'a pas changé, donc je me suis permise de vous la mettre ici. C'est une réponse ministérielle à l'Assemblée nationale de 97. Maintenant, sur les délégations de fonctions et de signatures. Alors, je voulais vous apporter ici des points de définition, si vous voulez, pour bien distinguer ce qu'est une délégation de fonction et une délégation de signature. Une délégation de fonction, c'est une délégation qui est accordée par l'exécutif, dans les deux cas par l'exécutif, intuitu personae, comme on dit, donc nominativement. Donc une partie des fonctions, qui sera déléguée à un élu, qui pourra intervenir et prendre des décisions en ce sens, toujours sous la surveillance et la responsabilité de l'exécutif, puisque c'est une délégation de fonction, contrairement aux délégations de compétences. Sur la délégation de signature, l'exécutif peut également accorder des délégations de signature aux élus, mais pas uniquement, également aux agents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pouvoir signer des documents en son nom. Et dans ce cas, la signature de l'élu ou de l'agent devra être assortie d'une mention spécifique. Bon, je vous donne des exemples ici. C'est vrai que les textes ne le précisent pas. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la pratique. En ce qui concerne, ce que je voulais vous mettre aussi ici, c'est une précision sur l'apport de la doctrine de la jurisprudence qui assimile la délégation de fonction à une délégation de signature. La jurisprudence, c'est celle que je vous mentionne. Vous en avez d'autres, un peu plus anciennes d'ailleurs, qui viennent le rappeler. En revanche, le maire le président peut décider évidemment de ne pas accorder de délégation de signature. C'est-à-dire il pourrait décider que c'est vrai que c'est peut-être pas fréquent dans les faits, mais il pourrait décider d'accorder une délégation de fonction sans signature. Dans ce cas, l'arrêté de délégation devra expressément l'indiquer, donc en précisant que la délégation ne porte que sur la préparation et le suivi d'un dossier pour les matières qui ont été déléguées et ne porte pas sur la signature à proprement dit des actes concernés.
Alors, toute délégation doit nécessairement faire l'objet d'un arrêté, hein, donc de la part de l'exécutif, arrêté du maire d'un côté, du président de l'autre, qui doit indiquer évidemment avec clarté, comme je vous l'indique ici, hein, et précision également, la nature et l'étendue des fonctions, des signatures qui feront l'objet de la délégation. Donc, si tel n'est pas le cas, eh bien, l'acte encourt une annulation par le juge. Voilà, je précise ici. Je vous indique les textes de référence, tant pour les communes et les EPCI, pour ce qui concerne les délégations consenties par le maire, L2122-18, les délégations consenties par le président de l'EPCI, L5211-9, que ce soit les délégations de fonction ou de signature. Alors, sur les délégations de fonction, vous avez donc le distinct. Oui, voilà, je vous remets ici, en fait, pas utile forcément de vous détailler, puisque je vous en ai parlé à l'instant. Vous avez d'un côté les délégations de fonction qui ne peuvent être consenties qu'à des élus, donc adjoints, conseillers municipaux. Ou pour les EPCI, alors attendez, je vais mettre après, oui, après c'est après, c'est ça. Pour les alors on va rester sur les communes, pardon. Délégations de fonction qui peuvent être consenties que pour des adjoints et conseillers municipaux. Donc, je vous mets les textes de référence. Pour les délégations de signature, en revanche, qui peuvent être consenties pour des élus municipaux, adjoints, conseillers municipaux, et pour des cadres, c'est-à-dire les directeurs de service et des responsables de service. Donc, je vais faire vite, hein. Pour les délégations de fonction et de signature au niveau de l'intercommunalité, consenties par le président de l'EPCI, c'est le même principe, hein. Donc, les délégations de fonction peuvent être consenties au VP et éventuellement aux membres du bureau. Alors attention, là, pour le coup, il y a un ordre de priorité à respecter hein, qui figure au L5211-9. Hein, voilà, ces petites subtilités qui s'appliquent toujours. Hein, eh bien, il faut faire en sorte pour le président de respecter cet ordre de priorité lorsqu'il souhaite donner des délégations à d'autres membres du bureau. Donc, il peut déléguer évidemment aux membres du bureau, hein, donc en cas d'absence d'un VP, des VP, pardon, en cas d'empêchement des VP ou dans le cas où les VP sont tous titulaires d'une délégation. Alors, pour ce qui concerne les délégations de signature, même principe que pour les communes, il peut donner délégation de signature aux cadres dont je vous ai parlé tout à l'heure, les directeurs de service et responsables de service. Donc toujours sous sa surveillance, sa responsabilité, quel que soit le type de délégation d'ailleurs. Il peut également donner délégation dans le cadre des services communs au chef du service commun, comme je vous le mentionne ici. Hein. Donc voilà, sur l'application du L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales. Juste une précision ici, les délégations de signature pour ce qui concerne les agents eh bien, peuvent inclure des attributions déléguées par l'organe délibérant, hein, sauf si la délibération d'origine l'interdit expressément. Donc là, on est encore sur une logique inversée pour les communes, à la différence des communes. Voilà. Voilà sur ces derniers points. Alors, je fais vite, excusez-moi pour si je fais trop vite. Pour le versement des indemnités de fonction, j'ai voulu ici, parce que ce sont des questions qui reviennent très, très souvent, pas plus tard qu'hier, on avait encore des questions là-dessus. Donc, sur le versement des indemnités de fonction, la fin pour les élus sortants, le début pour les nouveaux élus. Pour les élus sortants, et en particulier pour les conseillers municipaux et communautaires, eh bien, ceux-ci continuent à percevoir leurs indemnités jusqu'à la proclamation des résultats, donc soit le 15, soit le 22 mars, hein, sachant que la date de proclamation des résultats n'est pas inclue. À la différence du maire et des adjoints, du président et des VP, qui peuvent percevoir leur indemnité jusqu'à la date d'installation du nouvel organe délibérant. Donc, date inclus, c'est-à-dire le jour de l'installation est inclus. Sur le début du versement des indemnités pour les nouveaux élus, je fais le distinguo pour le maire, président de l'EPCI et pour ce qui concerne les adjoints VP, conseillers délégués. Pour le maire et les présidents de l'EPCI, eh bien, le versement doit débuter à la date de leur élection.
Juste voilà, j'y pense là à l'instant T, juste pour vous le préciser, les maires et présidents de PCI, je vous l'indique d'ailleurs, hein, perçoivent des indemnités de fonction déterminées par décret et non pas par délibération du conseil municipal ou communautaire, à la différence des adjoints VP, conseillers délégués. Là, pour ce qui concerne les présidents, c'est une nouveauté aussi parce que ce n'était pas le cas et la loi portant statut de l'élu local du 22 décembre dernier a fixé le principe des indemnités de fonction au maximum légal au président de l'EPCI. Par décret, non plus par délibération de l'organe délibérant. Donc là, on aligne le même régime, si vous voulez, qui s'appliquait déjà au maire. Évidemment, le maire et le président nouvellement élu peut tout à fait proposer au conseil de fixer une indemnité à un montant inférieur. Donc là, c'est un acte positif de sa part, c'est-à-dire de souhaiter réduire le montant de son indemnité. Quelqu'un il peut tout à fait en faire la demande formelle et le conseil municipal y accéder et donc baisser le montant de son indemnité en conséquence. Pour ce qui concerne les adjoints au maire, ceux-ci commencent à se percevoir leur indemnité à la date de leur réélection. Donc, si la délibération qui fixe l'indemnité le prévoit expressément. Sinon, ce sera à la date de la délibération fixant les indemnités. Même régime pour les VP, les conseillers délégués ici. Pour les conseillers municipaux, conseillers des EPCI fiscalité propre, qui n'exercent pas de délégation, il existe aussi une possibilité de percevoir des indemnités à la date d'installation, si la délibération, encore une fois, le prévoit expressément. Sinon, ce sera la date de la délibération fixant les indemnités. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de prévoir, peut-être dans ce cadre-là, le point à l'ordre du jour concernant les indemnités lors de la séance d'installation. Sur la fixation de l'enveloppe indemnitaire, là, je vous mets un point particulier là-dessus. La délibération doit intervenir dans les 3 mois qui suivent l'installation. Ça, c'est ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales. Le conseil nouvellement élu doit prévoir à échéance de délibérer pour fixer le niveau des indemnités de fonction qui sera alloué aux autres élus, donc en dehors du maire et du président de l'EPCI, évidemment. Sachant que cette délibération devra s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités qui est alloué aux membres du conseil. Toujours à l'exception, évidemment, du maire et du président de l'EPCI. Je voulais vous préciser également ici, à toutes fins utiles, sur la notion d'enveloppe indemnitaire globale pour les élus municipaux en particulier. Elle évolue depuis l'entrée en vigueur de la loi portant statut de l'élu local et qui prévoyait en fait dans le régime antérieur qu'elle soit calculée en additionnant l'indemnité maximum du maire et les indemnités maximum du nombre d'adjoints effectivement désignés et en poste. Dorénavant, la donne a changé depuis l'entrée en vigueur de cette loi. Sont pris en compte les indemnités maximales du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner en application de la loi et non plus le nombre réel d'adjoints effectivement en poste. Donc là, ce qui permettra, c'est intéressant de pouvoir prévoir éventuellement une marge supplémentaire pour pouvoir indemniser des conseillers municipaux délégués. Pour les élus communautaires, l'enveloppe indemnitaire globale ne change pas, est déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de VP et prend en compte pour le nombre de VP, ce qu'on s'était dit tout à l'heure, le maximum de l'effectif, les 20% de l'effectif de l'organe délibérant, calculé en dehors d'un accord local et arrondi à l'entier supérieur dans la limite des 15 VP, 20 pour les métropoles. Ou alors, ça c'est une alternative, j'ai envie de dire, le nombre existant de VP en fonction, si le nombre est inférieur. Et les conseillers communautaires, évidemment, doivent
disposer d'une délégation de fonctions, enfin ceux qui sont qui vont recevoir, qui sont indemnisables, j'ai envie de dire, doivent disposer d'une délégation de fonctions et de signature pour pouvoir bénéficier d'une telle indemnité, évidemment toujours dans la limite de l'enveloppe globale maximale, précisée par le Code général des collectivités territoriales et appliquée par transposition aux EPCI, comme je vous l'indique ici. Voilà, j'en ai fini avec cette partie. Il est, il est 27. Catherine? Oui. Écoute, je pense pour la dernière partie, on pourra rappeler le service pour pouvoir détailler. Alors, c'est moi qui étais un peu trop généreuse peut-être par rapport au format de la réunion. Mais je vous avais annoncé que j'allais pas tout détailler parce que je voulais vous apporter le maximum d'éléments pour pouvoir vous préparer en prévision de l'installation de vos conseils. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire figurer le maximum de choses sur ce support. Mais nous prévoyons d'autres webinaires sur lesquels nous allons nous focaliser sur des sujets que j'ai intégrés sur ce support. Oui, notamment les délégations là d'ici quelques jours. Exactement. Donc merci beaucoup Myriam. Toutes nos excuses parce que nous avons répondu à très peu de questions. Il y en avait beaucoup. Donc vraiment, voilà, vous voyez, il y a des questions sur les communes nouvelles, sur les EPCI entre guillemets, les syndicats mixtes. Donc voilà, on ne peut que vous inviter à appeler le service et vous avez un juriste ou un financier. Alors les finances, c'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, vous avez des juristes en ligne et donc qui vous répondent. Et si vous avez 3, 4, 5 questions, voilà, vous n'êtes pas limité en nombre de questions. Si vous voulez appeler 3 ou 4 fois par jour ou une fois par an, vous êtes libre. Donc vraiment, toutes nos excuses. Je vous enverrai le lien et différents liens qu'on a évoqués là dans le chat ce matin, ainsi que le replay et le support d'ici demain soir. Je voulais juste, si je peux, juste avant de Bien sûr. clore le webinaire, juste répondre à une question concernant les syndicats mixtes fermés pour la personne qui était concernée. Je voulais quand même lui apporter cette précision. Donc sur l'installation de l'organe délibérant, celle-ci devra avoir lieu au plus tard le vendredi. Enfin, le texte vous dit le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection de l'ensemble des présidents des communautés membres du syndicat. Donc au plus tard le 24 avril 2026. Donc là, c'est le L5211-8 du Code général des collectivités territoriales qui apporte cette précision. Pour les syndicats mixtes ouverts, s'il y en a, il n'y a pas de transposition du L5211-8. Je tiens à attirer votre attention, sauf si vous l'avez expressément prévu dans le cadre de vos statuts, évidemment, mais vous n'êtes soumis à aucune règle particulière puisque vous bénéficiez d'une souplesse législative, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous faites en sorte de fixer une date d'installation dans un délai raisonnable. Voilà, juste une petite parenthèse pour répondre juste à la question. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre participation. Allez, on va en prendre une petite dernière pour la forme et pour les syndicats mixtes fermés. Ah oui, ce que je viens de dire. Pour les syndicats mixtes fermés, ben voilà. c'est le vendredi de la Autant pour moi. 4e semaine qui suit l'élection de l'ensemble des présidents des communautés membres. Très bien. Ben, merci beaucoup Myriam pour cette présentation. Merci à toutes et à tous. Et donc, comme je vous le disais, on vous transfère le replay, le support et un certain nombre d'autres liens voilà, d'ici demain soir, avec éventuellement, je vous enverrai également le lien pour vous inscrire aux prochains webinaires qui suivront l'installation des conseils. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Merci Myriam. Merci infiniment. Merci à tous et à très bientôt. Excellente journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.